Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec à la barre. Dans les prochains jours, Question d'actualité seront dédiés à la politique québécoise alors que la session parlementaire prend fin et qu'une élection partielle sera déclenchée d'ici l'automne dans la circonscription d'Arthabasca. Nous recevrons donc Charles Milliard, ex-candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, ce lundi 30 juin. La co-chef et députée de Québec solidaire, Ruba Gazal, ce vendredi. Le député du Parti québécois, Pascal Paradis, dès demain. Et aujourd'hui, nous recevons Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec et candidat dans la circonscription d'Arthabasca. Monsieur Duhem, bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Bonjour, merci de m'accueillir. Un plaisir. On parlait de la session parlementaire. Bon, elle vient de se terminer. L'heure est au bilan. Quel est donc votre bilan de cette dernière session parlementaire? Ben, c'est sûr que c'est pas un bilan qui est très reluisant. Hein. Ça a été une session parlementaire très difficile pour le gouvernement et pour les contribuables québécois. On a assisté au cours des dernières semaines, des derniers mois, là, au pire déficit de l'histoire du Québec, en 13,6 milliards. Le Québec a été décoté sur les marchés, comme vous le savez, ce qui pourrait entraîner là, jusqu'à 500 millions de dollars juste en frais d'intérêt supplémentaires au cours des prochaines années. Et tout ça avec en toile de fond là, la commission d'enquête sur SACLIC qui a fait perdre 1,1 milliard de dollars aux contribuables québécois. Puis là, je vous épargne là, les Nordvolt, Lion électrique et toutes les autres sagas sans des puits là, sans fond dans lesquels les contribuables québécois perdent des centaines de millions de dollars. Donc, je pense que c'est pas un bilan qui est reluisant et le Québec sort affaibli là, de la dernière année. J'ai écouté votre bilan de fin de session sur votre chaîne YouTube. Vous parlez d'un modèle québécois en fin de vie, à bout de souffle, je paraphrase ici. Là. On devine que vous parlez du modèle étatique interventionniste qu'on a hérité de la Révolution tranquille. Oui. Quel est le modèle qui devrait remplacer celui-ci à vos yeux, ou du moins d'après le PCQ? Mais c'est un modèle où la concurrence est instaurée, où l'État est beaucoup moins interventionniste. Hein. Encore ce matin, là, on apprend par exemple que les dirigeants d'Investissement Québec se sont donné 12 millions de dollars, se sont versés 12 millions de dollars de boni pour leur travail, alors que les rendements d'Investissement Québec sont rachetés que le 0,3%, bien en deçà du marché. Je veux dire, ce dirigisme d'État-là ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, on le saurait, le Québec serait l'État le plus riche du continent. Malheureusement, c'est pas mal plus le contraire qui est en train de se produire. Et il faut revoir ce modèle-là. Il faut arrêter là, de penser que le gouvernement est plus capable que des entrepreneurs privés de décider ce qui est bon, de comment faire fructifier l'argent des gens. Ça ne fonctionne pas. Le rôle du gouvernement, c'est pas de créer des gagnants et des perdants parmi les entreprises. C'est pas de continuer à taxer toujours plus avec les citoyens les plus taxés du continent. Moi, je pense que notre modèle à nous, c'est de réduire la taille de l'État, réduire le nombre d'employés de la fonction publique de 20 000, réduire les taxes et les impôts des gens, abolir la taxe carbone sur l'essence parce qu'on est les seuls présentement au Canada qui payons beaucoup plus cher notre essence, et ainsi de suite. Là, il faut avoir un gouvernement qui a une taille réduite. Tout simplement, c'est le régime que propose le Parti conservateur du Québec. Ça va un peu à l'encontre, j'ai envie de dire, la tendance générale en Occident qui est plutôt l'interventionnisme. Même le gouvernement américain qui est extrêmement endetté, qui dépense les yeux fermés. Comment est-ce que le Québec pourrait, d'après votre modèle, j'ai envie de dire, faire cavalier seul? Mais en fait, c'est plutôt le contraire. Hein. Le Québec, si vous regardez les taux d'imposition et de taxation, autant des États-Unis que du reste du Canada, on est les champions. Hein. On est de loin ceux qui sont les plus taxés, ceux qui sont les plus imposés. Pour ce qui est de la taille de l'État, je vais comparer au Canada, parce qu'aux États-Unis, c'est quand même un gouvernement différent, puis les paliers gouvernementaux sont pas tout à fait les mêmes qu'ici, là. Mais si on compare les gouvernements provinciaux ailleurs au Canada, le nombre d'employés de l'État per capita est beaucoup plus faible que chez nous. Donc, on a vraiment un modèle qui est très lourd. Puis ce qui m'inquiète le plus, c'est quand je vois que année après année, la création d'emplois chez nous se fait de plus en plus dans le secteur public, de moins en moins dans les entreprises privées. Ça, j'ai rien, puis il faut pas dévaloriser les fonctions publiques, là, les gens qui travaillent pour l'État, sauf qu'il faut quand même réaliser que les créateurs de richesse sont dans le secteur privé, et à chaque fois qu'on enlève des gens ou qu'on augmente la taille du secteur privé plus faiblement que celui du secteur public, mais ça fait que c'est une charge de plus en plus lourde sur les épaules du secteur privé pour créer de la richesse, et à un moment donné, c'est trop, c'est comme
beaucoup trop, ça écrase notre économie. C'est ce qui est en train de se produire au Québec. Vous avez parlé d'Investissement Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec Investissement Québec? On l'abolit ou on transforme, on réforme la chose? On arrête, comme gouvernement, de subventionner les entreprises. Comme je vous disais, c'est pas le rôle du gouvernement de faire ça. Tantôt, je vous ai parlé de Nordvolt, de Lion Électrique. Je pourrais vous parler de Taïga. C'est pas compliqué. On en a des exemples à toutes les semaines là, du gouvernement qui joue au casino avec l'argent des contribuables. Malheureusement, c'est pas les meilleurs rendements. Au contraire, si on veut vraiment aider les entreprises d'ici, mais qu'on réduise leurs taxes et leurs impôts, puis que le gouvernement se mêle de ses affaires. Passons les choses plus immédiates. Vous vous présentez dans la circonscription d'Arthabasca. Oui. D'après les derniers sondages, vous êtes nez à nez avec Alex Boissonnault, là, le candidat du Parti québécois. Le PLQ, QS sont un peu plus loin derrière et la CAQ encore plus. Il n'y a pas encore de date pour le scrutin, mais j'ai compris que vous avez commencé la campagne, donc le porte-à-porte au minimum. Oui. Comment est-ce que ça se déroule jusqu'à maintenant? Mais ça va très bien. Écoutez, l'accueil, la réception, elle est très bonne. On sait que la CAQ va présenter son candidat vendredi, donc dans 2 jours. Donc là, pratiquement tous les partis auront leur candidat, à l'exception du Parti libéral. Les gens font campagne très activement. Là. J'ai passé les 2 derniers jours à faire toutes les fêtes de quartier, de toutes les villes et les villages du comté. Les gens me parlent beaucoup, évidemment, d'économie. Les gens, comme partout ailleurs au Québec, là, vivent des difficultés plus grandes. Hein, on le sait, là, dans la dernière année, c'est un record historique. 1 personne sur 10 au Québec a fréquenté une banque alimentaire. Les gens en arrachent, les gens se demandent comment faire pour renouveler leur hypothèque. Il y a un Québécois sur 4 qui a beaucoup de difficultés à renouveler son hypothèque avec les nouveaux taux d'intérêt. On sait que l'épicerie coûte de plus en plus cher, les gens ont de plus en plus de difficultés. Le pourcentage de leurs revenus consacrés à l'épicerie est de plus en plus élevé. Donc, c'est des réalités qui sont très, très présentes ici comme ailleurs. C'est de ça dont les gens me parlent parce que c'est ça qui les préoccupe le plus. Et en quoi est-ce que le PCQ se distinguerait sur ces questions face notamment au Parti québécois, mais aux autres partis aussi? Hein? Je vous ai parlé tout à l'heure de la taxe carbone. Là, je pense que c'est peut-être celle qui est la plus facile à expliquer parce qu'elle touche tout ce qu'on consomme. À partir du moment où au Québec, on paye l'essence beaucoup plus cher que partout ailleurs au pays, même les gens qui n'ont pas de voiture sont pris pour avoir des augmentations de tout parce que tout ce qu'ils consomment à l'épicerie ou ailleurs est transporté souvent par camion, puis l'essence a un impact sur les coûts. Donc, je pense que ça, c'est très important. Là. Écoute, c'est faire un plein d'essence là, qui peut coûter 15 à 20 $ de plus. Imaginez qu'une famille moyenne en fait un par semaine. C'est énorme, là, 15 à 20 $ de plus que partout ailleurs au Canada, si on enlevait ça. Vous savez, ici, la circonscription d'Arthabasca, c'est une région très agricole. L'UPA nous apprenait il y a 2-3 semaines que pour chaque agriculteur en moyenne, là, chaque ferme au Québec en moyenne, la taxe carbone, ça représente 10 000 $ de plus par année, alors que tous ses concurrents ailleurs au Canada ne payent pas un sou. Donc, c'est ce genre de choses-là dont les gens me parlent puis qui pourraient avoir un impact positif. Là, si on enlevait une taxe, on laissait 10 000 $ de plus dans les poches de chaque agriculteur dans la circonscription, je peux vous dire que l'économie irait déjà beaucoup mieux. Projetons-nous dans un avenir pas si lointain, l'automne 2026, prochaine élection générale. En ce moment, vous êtes, d'après les derniers sondages, encore une fois, là, à peu près à 13% des appuis au sein de l'électorat, ce qui est respectable, mais vous étiez déjà à 13% en 2022. Donc, on a envie de dire qu'il n'y a pas eu de croissance, il n'y a pas eu de chute non plus. Là, rappelons qu'avant votre arrivée à la chefferie, par contre, au PCQ, le PCQ est à moins d'1%, là, je crois. C'est ça, oui. Donc, d'ici un an, qu'est-ce qui devrait changer pour le PCQ pour espérer de passer, disons, de 13 à 20% ou à peu près, là? D'abord, juste le fait qu'on a maintenu nos appuis sans aucun député, c'est exceptionnel. Je veux dire, le Parti conservateur du Québec a 1% de la visibilité médiatique dans les médias traditionnels au Québec à l'heure actuelle, puis on représente 13% de la population. C'est phénoménal qu'on ait réussi sans aucun élu, sans visibilité à l'Assemblée nationale, sans les budgets. Hein. Les partis, le Québec solidaire a 3 millions de budget de recherche et de communication par année. Le Parti libéral du Québec a 5 millions qui est donné par l'Assemblée nationale. Des partis ont le même nombre de votes que nous. Nous, on n'a pas un sou. Et malgré ça, on a gardé nos appuis. Puis si je regarde, pour parler comme dans Tabasca, vous avez vu le sondage que le Parti québécois a rendu public la semaine dernière. Il nous crédite de 41% d'appui. À la dernière élection, on avait fait 24%. Donc, dans une circonscription où on est en campagne, où on a de la visibilité, où on est capable de parler aux électeurs, notre appui a monté de 17%. Donc ça, c'est des signes qui sont très encourageants. C'est pour ça qu'on mise beaucoup sur ce qui est en train de se passer là, dans la région de Victoriaville et ses environs.
et qu'on va concentrer nos efforts là, d'ici l'élection partielle parce que ça pourrait envoyer un signal très clair au Québec. Hein. C'est une élection qui, à un an de la générale, pourra avoir un impact majeur. Là, parce que tantôt, vous l'avez dit, là, la CAQ est en train pratiquement de disparaître ici. Là. Je veux juste vous rappeler qu'en 2018, c'était le meilleur comté de la CAQ. La CAQ avait plus de 62% des appuis. C'était le meilleur comté au niveau du financement, le meilleur comté au niveau du membership. Puis aujourd'hui, les sondages leur donnent 3%. Si ça s'avérait, là, vous comprenez que François Legault va être en sérieuse difficulté. Puis le Parti québécois aussi, là, qui était sur une envolée, qui avait eu 2 victoires dans les 2 dernières élections partielles, s'il frappe le mur d'Arthabasca, la ballonne péquiste pourrait commencer à dégonfler. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, en 3 minutes, on voit déjà le début d'une joute entre le PLQ et le PQ en ce qui a trait à un 3e référendum. On revient vers un schéma qu'on connaît bien. Vous êtes positionné contre un 3e référendum. Vous avez parlé là, d'une position autonomiste. Ceci dit, j'ai envie de vous dire, la CAQ a essayé l'autonomisme et ça a échoué. Donc, à peu près en 3 minutes, en quoi l'autonomisme du PCQ serait la solution au débat souverainiste fédéraliste et différent de l'autonomisme de la CAQ? D'abord, nous, on est un parti conservateur, vous venez de le dire. Sans avoir nécessairement de lien organique, on fait partie d'une famille qui est plus large et qui transcende les frontières du Québec. On a des alliés comme Daniel Smith en Alberta ou comme plein d'autres gouvernements conservateurs ou de partis d'opposition dans toutes les provinces canadiennes, en plus du Parti conservateur à Ottawa. Donc, pour nous, les conservateurs ont toujours été les plus décentralisateurs. Hein, si on les compare, par exemple, aux néo-démocrates ou aux libéraux, autant au niveau provincial que fédéral, on a des alliés importants dans les autres provinces. Je viens de parler de Daniel Smith, mais j'aurais parlé de Scott Moe en Saskatchewan. C'est des gouvernements qui ont adopté des lois très fortes sur l'autonomie de leur propre province. Daniel Smith a adopté la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Scott Moe a adopté un projet de loi qui s'appelle Saskatchewan First, où ils font passer l'autonomie de leur province en premier. Grâce à ça, l'Alberta a déjà gagné 2 contestations devant les tribunaux pour défendre son autonomie. Nous, au Québec, on a des beaux discours vides de M. Legault, mais jamais des gains concrets. Au contraire, il s'écrase devant Ottawa à chacune des batailles qu'il entreprend. Il n'est pas capable de créer des consensus. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, l'année dernière, quand il a rencontré des chefs d'opposition, je lui ai dit, Monsieur Legault, on est tous d'accord, les 5 partis au Québec, les 5 principaux partis qui représentent 99% de la population. On est d'accord avec le fait que le Québec doit être autonome en matière d'immigration. Partons les 5 ensemble, allons rencontrer les caucus des 5 partis à Ottawa. Moi, je peux vous organiser la rencontre avec le Parti conservateur. Le NPD va sûrement être capable de faire quelque chose avec Québec solidaire, les libéraux, le Bloc, le PQ. On va ouvrir toutes les portes des caucus. On va aller expliquer la position du Québec. On va parler d'une seule voix. On va s'unir. C'est ça qu'il faut faire. Parfait. Il faut unir les Québécois plutôt que les diviser face à Ottawa. Monsieur Duhem, merci beaucoup. À notre auditoire, un grand plaisir, merci. Demain, ça sera Pascal Paradis